passé de 25 à 23, on est passé de 25 à 19,95. Mais 19,95, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, je dirais que c'est même un peu risqué. Parce que si les ventes ne sont pas celles espérées, alors ça veut dire qu'on va devoir baisser les quantités au prochain tirage, et donc le coût va encore monter. Et on ne pourra pas contrôler ce coût. Donc c'est assez, je dirais, presque un peu périlleux. La personne que vous venez d'entendre, c'est le directeur éditorial de Meian. Oui, il y aura du contenu très intéressant aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisqu'on va parler de la meilleure réédition de l'histoire, de l'édition Deluxe Kingdom qui sortira officiellement partout en France à partir d'aujourd'hui. Je tenais absolument à faire une vidéo parce que j'ai reçu mardi les 2 premiers tomes et je peux d'ores et déjà vous dire que nous sommes face à une dinguerie. Si tu n'as pas encore commencé ta collection Kingdom ou si tu souhaites découvrir justement l'œuvre, je te recommande à 1000% de le faire avec cette édition Deluxe parce qu'elle met encore plus en valeur le travail colossal de son auteur. Alors cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on va voir toutes les différences qu'il y a entre un tome classique et un tome Deluxe. Dans un second temps, nous écouterons le directeur éditorial de Meian. J'ai pu lui poser quelques questions justement sur cette réédition et je suis sûr que ses réponses vont vous intéresser. Ensuite, nous écouterons Romain. Il a travaillé sur cette édition Deluxe et son rôle était de s'assurer que la traduction soit la plus fidèle possible à la version japonaise. Et vous allez le voir, cela impliquera des changements assez importants au niveau des noms notamment. Donc je vous recommande très fortement d'écouter son intervention. Bref, si vous ne deviez regarder qu'une seule vidéo pour l'édition Deluxe, c'est bien celle-ci. Perdons pas de temps et regardons tout de suite les différences entre un tome classique et un tome Deluxe. Un tome Deluxe coûte 19,95€ et il contient 2 tomes classiques. Un tome classique vaut 6,95€ et 2 tomes classiques ça fait 13,90€. Pour simplifier, on va dire qu'il y a une différence de 6€ entre les deux. Et si on rapporte ça sur un seul tome, pour pouvoir comparer le prix unitaire, le tome 1 en version Deluxe revient à 9,95€, soit 3€ de plus que le tome classique. Et à mon humble avis, 3€ c'est plus que correct pour toutes les améliorations qu'il y a. Déjà, le tome est plus grand et pour moi, c'est le point le plus important. Kingdom, c'est un manga sur la guerre. Il y a parfois des centaines de personnages sur une planche. On a tous en tête des planches légendaires. Et rien qu'avec la petite bataille à Kanyu dans le premier arc, je peux vous dire que notre plaisir de lecture est décuplé. Ça augmente considérablement l'immersion. Ça rend honneur au travail et à l'art de Yasuhisa Hara. Parce qu'on voit tellement mieux les détails. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais ceci est aussi dû à la meilleure qualité du papier. On a un papier blanc de haute qualité qui fait mieux ressortir les nuances de couleurs. C'est beaucoup plus agréable à lire. Mais je dois préciser que le papier est assez fin. Ce qui fait qu'il est un peu transparent, mais honnêtement, ça ne dérange en rien la lecture. C'est juste que le tome fait plus de 450 pages, si tu réduis pas le grammage, on aurait eu des tomes bien trop épais. Mais c'est pas tout, un gros travail est effectué sur le lettrage et c'est tout aussi important. Les textes dans les bulles ont été retravaillés, que ce soit leur police, leur taille, leur disposition. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui nous permettent d'avoir une meilleure immersion encore à travers les échanges entre les personnages cette fois-ci. Pareil, les onomatopées ont été retravaillées, beaucoup de fautes d'orthographe ont été corrigées et il y a eu une amélioration de la cohérence de la traduction, mais ça on le verra tout à l'heure avec Romain. Alors tout ça c'est les améliorations qu'il y a eu par rapport au tome classique. Regardons maintenant les nouveautés. Et on va commencer avec ma nouveauté préférée, c'est les commentaires de Hara. À la fin de chaque chapitre, l'auteur nous fait un petit commentaire dessus et on y apprend vraiment des choses très intéressantes. Dans celui du chapitre 9 par exemple, il nous dit que de base il avait prévu que Shin et Sai devaient galérer un peu plus avant d'arriver au point de rendez-vous avec Shobun-kun dans le premier arc. Que sur la route, ils allaient être mêlés à une troupe et qu'ils allaient se retrouver sans le vouloir sur un champ de bataille. On aurait pu avoir Shin et Sei ensemble sur un champ de bataille. C'est complètement fou. Au premier tome, on a aussi une longue interview de Hara qui nous explique comment il a commencé Kingdom. À la fin de chaque tome, il y aura des pages couleurs inédites et vous aurez aussi un ruban bleu pour vous aider pendant la lecture. Si on regarde maintenant la partie
Extérieur, on a donc une couverture rigide sur laquelle on a imprimé une planche du manga, et c'est peut-être là ma seule petite déception de l'édition Deluxe. Personnellement, je suis très attaché aux covers d'édition classique. Je les aime beaucoup, donc j'aurais préféré qu'ils impriment la cover de chaque tome ici plutôt qu'une planche random. Mais ça, c'est la décision des Japonais, je pense pas que Meian avait la main dessus. Sinon, la couverture rigide est recouverte d'une jaquette, et ça par contre, je suis totalement fan. Kingdom est un manga basé sur des éléments historiques. Je trouve ça donc très pertinent de présenter la jaquette sous la forme presque d'un livre d'histoire, comme si on lisait directement les mémoires historiques dont on nous parle dans le manga. J'aime aussi beaucoup le marquage à chaud bleu, et le bleu de la version française est un peu plus clair que la version japonaise pour qu'elle soit plus visible et qu'elle se rapproche plus du bleu de l'unité Ishin. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, et comme je le disais au début, certes, cette édition est un peu plus chère que l'édition classique, mais elle est tellement meilleure, c'est indéniable. Maintenant, il est temps d'écouter Monsieur Usan, le directeur éditorial de Kingdom. En quoi consiste votre métier à Meian? Au sein de Meian, j'occupe le poste de directeur éditorial, ce qui implique la partie acquisition, production et dans une certaine mesure, la communication autour de nos licences. Je dirais que la partie la plus importante, en tout cas celle pour laquelle je passe le plus clair de mon temps, c'est la partie production et plus précisément la direction artistique. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir cette édition Deluxe en France alors même que la première édition est loin d'être terminée? Ce qui nous a poussé à sortir l'édition en France est tout simplement sa parution au Japon, je dirais. C'était une aubaine car, de notre point de vue, et je pense que ça a été le cas aussi de nombreux fans de Kingdom et de nombreux lecteurs, c'était assez inattendu, presque inespéré. À ce stade de la parution concernant l'édition standard, qui, comme tu le dis, est loin d'être terminée, il est rare que le Japon sorte une édition double, une édition perfecte pour une série toujours en cours. Alors là, effectivement, c'est lié à une actualité. Shueisha a profité des ventes qui ont atteint un score symbolique de 100 millions de volumes vendus au Japon, ce qui est assez incroyable, pour produire cette édition de luxe, qui est une édition comme on en voit rarement finalement au Japon, puisqu'elle est au-delà d'une perfecte traditionnelle. Nous avons une couverture rigide, nous avons une jaquette avec du papier embossé teinté dans la masse. Au-dessus de cette couverture rigide, il y a du marquage à chaud sur la couverture et sur la jaquette. Il y a du gaufrage à sec, il y a de la couleur métallisée. Vous avez des notes d'auteur à la fin de chaque chapitre. Enfin, il y a une réelle plus-value d'un point de vue du contenu et d'un point de vue de la fabrication, ainsi que des finitions, qui nous ont agréablement surpris. Il était évident pour Meian de sauter sur l'occasion pour obtenir les droits de cette édition afin de les proposer au marché français. Et cela pour de multiples raisons. À vrai dire, on n'a pas eu besoin de les énumérer, on ne s'est pas posé la question. Déjà parce que c'est la licence la plus forte chez Meian. C'est notre licence préférée chez Meian. Nous étions excités à l'idée de travailler sur cette licence, ne serait-ce que d'un point de vue graphique et d'un point de vue de la production, à savoir qu'on savait que ce serait un défi d'une certaine mesure, dans une certaine mesure que de reproduire quasi à l'identique l'édition japonaise. Il y avait aussi l'aubaine de pouvoir récupérer Kingdom au sein du studio principal, du studio graphique principal de Meian, sachant que la première série, enfin la première édition plutôt, est produite par le studio secondaire d'IDP, du fait que Kingdom avait été lancé très tôt après le lancement de Meian et que le studio principal n'avait pas encore été monté. Et nous avions la volonté, depuis de nombreux temps déjà, de proposer une version qui soit d'un point de vue du travail éditorial pour la version française, au niveau, je dirais, de la licence. Et c'est ce que nous avons fait pour cette édition, à savoir que la version française a été considérablement améliorée, d'un point de vue du texte, évidemment, mais également d'un point de vue graphique, puisque nous avons repris quasiment toutes les onomatopées, nous avons retravaillé le lettrage, changé des polices, réadapté des polices, les césures, les proportions, et donc il y a un gain notable que les lecteurs de la première édition verront à coup sûr entre l'édition standard et cette édition de luxe qui s'adresse d'ailleurs principalement aux lecteurs fidèles de Kingdom, même si nous avons naturellement la volonté de toucher un nouveau public avec cette nouvelle édition. Pouvez-vous présenter les grandes étapes du processus qui a permis d'avoir la réédition en France? Ça se résume assez brièvement. La décision elle a été prise instantanément. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions à l'interne. Meian n'est pas une si grosse structure, même si nous produisons beaucoup. Meian est un label de la société IDP qui est une maison d'édition indépendante.
Les décisions sont quasi instantanées. Donc il nous a paru naturel, il n'y a pas eu d'hésitation. À partir du moment où nous avons reçu l'information que cette édition, les 2 premiers tomes, allaient paraître au Japon, avant même qu'ils ne soient disponibles au Japon, la décision était déjà prise. Nous avons attendu que les 2 premiers tomes paraissent au Japon pour faire une offre à Shueisha, en les rassurant sur la qualité, sur la fidélité de reproduction de l'édition japonaise, qui, comme dit précédemment, est d'une très grande qualité de fabrication et de finition. Et je pense que, compte tenu du travail qui avait été fait sur l'édition, sur la version française, sur l'édition française de Karakuri Circus, un rapport de confiance s'était établi entre les détenteurs des droits pour Kingdom et IDP. Alors, même si Karakuri Circus est une licence Shogakukan, les contacts pour Shueisha et Shogakukan sont plus ou moins les mêmes. Donc, le travail que nous faisons pour des licences Shogakukan, forcément, a été transmis à ceux qui ont pu prendre la décision concernant la validation de notre offre pour l'édition de luxe de Kingdom. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés que nous avons pu rencontrer, ce sont plutôt des imprévus qui peuvent causer un retard sur la parution annoncée initialement. Et je pense que nous avions sous-estimé le travail à reprendre sur l'édition standard d'un point de vue du lettrage et des onomatopées. Il y a eu un énorme travail sur ces 2 points et comme il a fallu traiter quasiment 900 pages d'un coup, cela a pris du temps. Les onomatopées, de les reproduire toutes fidèlement, je parle de leur aspect graphique et de les repositionner de façon ergonomique, cela a pris du temps et nous sommes très satisfaits du résultat. Je pense que les lecteurs verront la différence. Je crois que je l'ai dit un peu plus tôt. Mais j'insiste sur ce point parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu au départ. Nous savions qu'il y aurait des onomatopées à reprendre, mais nous ne pensions pas à ce moment-là que nous irons jusqu'à toutes les reprendre. Quasiment toutes les reprendre, je dirais 95% des onomatopées ont été refaites, reproduites. Je pense que c'est la principale difficulté, parce qu'après le reste, ça a été comme d'habitude, c'est-à-dire des phases de test en interne, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins. Alors, quand ça fonctionne moins, on recommence, on réfléchit. On a hésité par exemple pour le logo, puisqu'on avait déjà un bon logo pour l'édition standard, et puis donc du coup on a retenté avec d'autres modèles. Voilà des petites choses comme ça, et puis après les difficultés bien évidemment avec l'imprimeur, sachant qu'au départ on a quand même le défi de faire quelque chose qu'on n'a jamais produit, donc qui se démarque de ce qui a déjà été fait. Et il a fallu donc plusieurs meetings avec les techniciens de chez l'imprimeur avec lequel nous travaillons sur cette édition, et puis plusieurs phases de test. Mais tout ça, ça ne représente des difficultés que si on prend en compte le facteur temps. Parce que finalement, nous ne faisons que progresser à chaque fois que nous franchissons une étape. Mais ce qui peut mettre la pression, c'est qu'il y a une date qui a déjà été communiquée, une date officielle, pour les premiers volumes de Kingdom, à savoir le 25 avril 2025. Il y a des campagnes qui sont associées à ces dates, des mises en avant, même avec des enseignes telles que la Fnac ou Cultura. Il y a même un livret découverte que nous avons lancé pour l'occasion de cette nouvelle édition de Kingdom. Alors c'est un livret découverte qui fait la promotion à la fois de l'édition standard et de l'édition de luxe, donc qui fait la promotion de la licence. Il y en a 30 000 qui sont actuellement déployés sur les points de vente en France. Et donc il était inenvisageable de repousser ne serait-ce que de quelques jours la parution des 2 premiers tomes. Et je pense que ça a été le principal motif de pression. Et qui dit pression dit difficulté, parce qu'il faut à la fois être pleinement satisfait du travail ou des tests reçus, mais sans laisser de temps passer, parce que le temps passe très vite. Et qu'en plus de cela, il faut passer finalement plus de temps qu'escompté au départ sur Kingdom, sans prendre de retard sur les autres parutions Meian, qui sont elles aussi déjà planifiées. Que se passera-t-il une fois que l'édition Deluxe aura rattrapé l'édition classique? Est-ce qu'ils continueront de sortir en même temps? J'avoue que nous n'y avons pas encore pensé parce que ça ne nous apparaît pas être une situation qui arrivera dans un futur proche. Je pense naturellement que les 2 éditions, si l'une rattrape l'autre, et qu'elles continuent de paraître au Japon, naturellement, elles continueront de paraître aussi en France, en parallèle. À combien d'exemplaires s'est vendu Kingdom en France? Alors concernant les ventes de Kingdom en France, je n'ai pas le chiffre exact, dans le sens où le chiffre est constamment en évolution, puisque c'est une licence qui est
toujours en cours de publication au Japon et en France. C'est une licence qui est considérée comme une référence, ou en tout cas un classique du manga seinen tel que Berserk ou Vagabond, et donc bénéficie d'un formidable bouche à oreille de la part des lecteurs, auprès d'autres lecteurs qui n'ont pas encore commencé Kingdom. Donc ce que je peux dire, c'est que voilà, les scores sont toujours en évolution, je dirais de façon significative. Un mot pour les fans de Kingdom? Alors pour les fans de Kingdom qui hésitent concernant cette édition de luxe, je pourrais peut-être leur conseiller de s'intéresser au retour, au feedback d'autres lecteurs qui, eux, auront fait le choix de faire l'acquisition des 2 premiers tomes lorsqu'ils paraîtront, et de ne pas hésiter à poser des questions sur les améliorations qui ont été faites entre l'édition standard et donc présente sur l'édition de luxe, et puis aussi à tout ce qui concerne l'immersion dans l'œuvre, dans cette fantastique œuvre, grâce au grand format et au papier qui donne à cette édition une impression d'un niveau exceptionnel. Nous gagnons bien sûr en clarté de blanc, en luminosité nous gagnons en profondeur de noir, et nous gagnons aussi en définition. Donc si vous faites la comparaison entre certaines planches très fouillies, avec beaucoup de relief, sur l'édition standard et sur la Deluxe édition, vous verrez des détails qui étaient imperceptibles sur l'édition standard. Alors c'est moins frappant évidemment sur les premiers tomes, puisque Ara Sensei, on le sait, a progressé de façon fulgurante après un certain nombre de volumes parus. Mais malgré ça, c'est déjà perceptible. Alors imaginez ce que ça va donner d'ici le tome 5 et 6. Ça va être formidable. Nous allons essayer, je suis assez confiant là-dessus, de garder un rythme soutenu pour l'apparition de la Deluxe édition en publiant 2 tomes tous les 2 mois. Une annonce a été faite concernant le lancement prochain de l'abonnement. Il y aura donc des surprises. Vous savez déjà que, en commandant sur mayanplus.fr ou sur animestore.fr, vous pouvez bénéficier de 2 ex-libris par volume. Pour chaque volume acheté, il y a 2 ex-libris par volume. Ce sont des ex-libris qui sont au format A4 avec une finition soft touch, donc d'une qualité supérieure, je dirais, à celle aux ex-libris qui étaient déjà d'une très grande qualité, compris dans l'abonnement de l'édition standard. Et ce ne sont pas toujours les mêmes ex-libris que ceux offerts dans l'abonnement de l'édition standard, à savoir que pour l'abonnement de l'édition standard, parfois les ex-libris reprenaient la première page couleur intérieure d'un volume. Or là, les ex-libris de la Deluxe édition reprendront toujours la couverture, la première de couverture, du manga en édition standard, compris dans l'édition de luxe. Chaque édition de luxe reprend donc le contenu de 2 tomes, de 2 volumes en édition standard. Eh bien, ce sont les couvertures de ces 2 volumes qui ont été utilisées pour ces ex-libris. Il y aura donc pour chaque volume de cette édition de luxe toujours 2 ex-libris au format A4 qui seront offerts. Nous les aurons aussi probablement dans les salons où nous serons présents. Concernant les abonnements, il y a des surprises qui seront annoncées, qui sont en conversation toujours avec les ayants droit japonais. Je pense que cela fera plaisir aussi. Le prix est plus que correct pour une édition de cette qualité. Est-ce qu'il sera soutenable sur la durée? Cette édition, c'est l'édition qui a coûté de loin, qui a été la plus coûteuse et de loin pour Mayan. Et que compte tenu du coût de cette édition, pour être, on va dire, plus ou moins à l'aise, en tout cas, compte tenu du coût, il aurait fallu la vendre à peu près 24,95 €, donc 5 € de plus. Et si ça avait été une série, avec moins de tomes, par exemple si ça avait été un one-shot ou une série, une perfect qui tient en 5 ou 6 tomes, parce que la série originale tient en 10-12 tomes par exemple, on l'aurait probablement mis à 24,95 € en se disant, bon, de toute façon, elle a coûté très cher, donc on peut pas la vendre moins cher, sinon c'est pas très intéressant pour nous, compte tenu du coût, compte tenu du travail, etc. Mais Kingdom, c'est une longue licence. Et donc on s'est dit, si elle doit être vendue 25, mais si on la vend 25, ça va peser quand même sur le porte-monnaie des fans de Kingdom qui vont avoir envie de se l'offrir. Et sachant qu'en plus, il va y avoir beaucoup de volume. On sait déjà que par rapport aux 75 tomes au Japon, on est déjà quasiment à 37 volumes. Ça veut dire qu'il y aura déjà 37 volumes en Deluxe édition, donc ça pèse. Et donc on s'est dit, bon, alors pour ce lectorat, il faudrait pouvoir baisser le prix. Nous, on aime bien les chiffres ronds, donc on n'est pas passé de 25 à 23, on est passé de 25 à 19,95. Mais 19,95, c'est pas très intéressant.
C'est pas très intéressant, je dirais que c'est même un peu risqué. Parce que si les ventes ne sont pas celles espérées, alors ça veut dire qu'on va devoir baisser les quantités au prochain tirage, et donc le coût va encore monter. Et on ne pourra pas contrôler ce coût. Donc c'est assez, je dirais, presque un peu périlleux. Bon, après, on sait que IDP Media aime prendre des risques. Mais on s'est dit, pour peut-être limiter le risque, on pourrait proposer, alors en soi bien sûr un abonnement, c'est pour ça qu'on a communiqué là-dessus, mais on pourrait aussi proposer quelque chose pour la vente en direct. Savoir qu'Animstore fait partie d'IDP, c'est l'enseigne de vente en direct d'IDP, donc c'est l'équivalent de Meian, je dirais. Il y a aussi le site Meian Plus. Donc si on arrive à vendre une petite partie, ne serait-ce que, je dirais, 5 à 10% de ce qu'on duplique du tirage en direct, comme la marge est plus importante quand on vend en direct, ça nous permet déjà de se sentir un petit peu plus à l'aise sur Kingdom face au risque, finalement, de devoir baisser le tirage sur les prochains volumes, ce qui augmenterait le coût. Alors un grand merci à Monsieur Usan qui a pris le temps de répondre à mes questions. C'était très intéressant d'avoir un peu le point de vue de l'éditeur aussi sur cette édition de luxe. Et on va passer d'une interview passionnante à une autre puisque Romain, le puits de savoir de la communauté Kingdom, va venir nous présenter tout le travail de cohérence qu'il a fait sur cette édition. Excusez-moi juste pour la qualité du son, on l'a fait sur Discord, on n'était pas dans des conditions optimales. Alors, comme je disais, vraiment, voilà, le but de cette édition de luxe, c'était d'avoir une édition qui soit la plus respectueuse de la version japonaise. Et du coup, la traduction-adaptation vous permettent à vous lecteurs d'avoir les mêmes sensations qu'un lecteur japonais. Et ça passe essentiellement par les noms des personnages, en fait. Faut savoir que il y a des règles dans la façon dont on construit les noms chinois qui sont ensuite transcrits en japonais dans le manga Kingdom, et ensuite de la façon dont on retranscrit en alphabet latin, le nôtre, les kanji japonais. Et ces règles, pour les transcrire en français, sont pas les mêmes que celles utilisées par les anglo-saxons notamment. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les trades américaines et les trades françaises. Mais comme Kingdom, au début, avait pris le parti de reprendre les noms qui avaient été popularisés par les scan trades américaines, anglo-saxonnes, du coup, on s'est retrouvé avec cette, on va dire, cette transcription qu'utilisent les anglo-saxons pour le japonais, qui en fait ressemble pas du tout à celle qu'on utilise nous en France. Alors, je sais pas si certains avaient pu s'en rendre compte, parce que Kingdom, au niveau des noms des personnages, quand on a l'habitude de lire pas mal de mangas, des fois ça choque un peu parce qu'on y trouve des syllabes ou des phonèmes qu'on trouve pas forcément dans d'autres traductions de mangas. Donc je vais donner plusieurs exemples. Alors déjà je vais préciser les règles pour les noms chinois. Il faut savoir qu'en Chine, et ça depuis l'Antiquité, il existe une liste de 100 noms de famille officiels. Donc qui sont les noms classiques chinois, Li, Zhang, etc. Li étant le plus répandu de tous les noms de famille chinois possibles. Et il existe quelques autres noms qui sont des exceptions. Alors, les noms qui font partie de cette liste des 100 noms classiques sont toujours composés d'un seul caractère. Donc d'un seul hanji, l'équivalent chinois des kanji en fait, les caractères chinois. Donc pour nous, en fait, c'est toujours une syllabe. Un nom chinois, c'est toujours une syllabe. Comme je dis, c'est Li, Chan, Zheng. Donc c'est toujours une syllabe, sauf quelques exceptions dont je parlerai après, exception qu'on retrouve justement parmi des personnages de Kingdom, c'est ça qui est intéressant. Et puis, chez les Chinois, comme chez les Japonais et comme chez nous, en fait, les gens ont un nom et un prénom, donc un nom de famille et un prénom. Comme dans la plupart des pays asiatiques, que ce soit le Japon ou la Corée, comme la Chine, le nom de famille se place avant le prénom. Et les deux sont évidemment séparés par un espace. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément dans l'ancienne traduction de Kingdom. C'est-à-dire que souvent les noms étaient le nom du personnage, à la fois nom de famille et prénom, était entièrement accolé. Alors que en voyant certains noms, on s'aperçoit que ça doit être un nom de famille qui a en première syllabe. Si vous voulez un exemple très simple, c'est la famille Mo. On prend le grand-père Mogo, le fils Mobu, le petit-fils Moten. Vous voyez bien, ils ont tous le même nom de famille. Ils s'appellent tous Mo, même le tout petit frère Moki. Et en chinois, c'est Meng. Donc le grand-père Mengao, Meng Wu et Meng Tian pour le petit-fils. Donc ils ont tous le même nom de famille, c'est normal, ils sont tous de la même famille. C'est pareil pour Osen et Ohon, qui sont père et fils. Et même Oki, qui était un de leurs cousins, en tout cas qui était membre du même clan qu'eux et qui partageait donc leur même nom de famille. Donc ça, on devine facilement que tous ces personnages font partie de la même famille, mais le fait d'avoir accolé leurs noms et prénoms dans l'ancienne édition,
ça crée selon moi un peu de confusion, quoi. Donc comme je disais, les noms de famille, si eux sont composés d'une syllabe, les prénoms peuvent être composés de 1, 2 ou 3 syllabes. Il peut y en avoir plus. Donc le premier travail, ça a été vraiment de, reprendre tous les, noms des personnages et de détacher le nom du prénom, histoire, que comme je disais, que si c'est pour vous rapprocher de l'expérience du lecteur japonais, le lecteur japonais, lui, quand il voit les 2 kanji, il sait qu'il y en a un, c'est le nom de famille et l'autre, c'est le prénom. Donc en toute logique, en français, on doit séparer les 2 de façon à ce que vous compreniez bien que, Moten, c'est le fils de Mobu, que Ten, c'est son prénom, que le prénom de son père, c'est, Bu, etc. Et ensuite, dans un second temps, l'objectif, c'était de, utiliser les transcriptions, françaises, enfin la méthode de transcription du japonais en français, qui elle fait usage d'accent, contrairement à la méthode anglo-saxonne, hein, puisque les anglo-saxons, comme vous le savez, l'anglais c'est une langue qui se passe beaucoup d'accents. Il n'y a pas d'accent circonflexe, il n'y a pas d'accent grave aigu, alors que les langues latines en ont. Et donc nous, en France, on utilise une transcription qui fait usage de ces accents. Et notamment le son, le O long qu'on trouve au Japon dans certains noms. En France, on le transcrit par un O avec un accent plat dessus. Alors l'accent plat, c'est un peu chiant à faire en typographie, en mise en page, en maquette. Donc en général, dans les mangas, on le remplace par un accent circonflexe. C'est une convention, hein, qui est largement admise et utilisée par tous les éditeurs de manga. De la même façon, le U long, qu'on trouve dans certains noms chinois, japonais, pardon, en français, on le retranscrit par un U, pareil, avec un accent plat dessus, ou un accent circonflexe du coup, alors que les anglo-saxons mettent 2 U à la suite. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec certaines confusions si vous regardez des scans trad US. Vous voyez par exemple que Ryu, ils mettent RY et 2 U, alors que nous on mettra RY, U accent circonflexe, comme le héros de Street Fighter, ou comme Shiryu dans les Chevaliers du Zodiaque, ce genre de choses. Et de la même façon, donc le O avec l'accent, vous pouvez aussi le trouver dans les Chevaliers du Zodiaque, pareil, yoga, on le retranscrit pas en français par yuga. On met pas OU, on met O avec un accent. Donc ça, il a fallu le faire sur la plupart des personnages de Kingdom dont le nom avait été récupéré directement des traductions anglo-saxonnes, pour une raison à l'époque de familiarité de la communauté de fans qui lisait les scans anglais et qui donc, Meian a fait le pari de rester familier avec ce lectorat en utilisant des transcriptions qu'ils ont connues. Et pour cette édition, l'éditeur a décidé de faire en sorte que ça ressemble plus à la transcription classique de ce que doit être le japonais en français. D'ailleurs, si vous suivez l'animé ou si vous avez regardé les films, vous voyez bien que quand ils prononcent le nom des personnages, vous entendez pas OU, vous entendez un O un peu accentué, un peu long. Sur Oki, par exemple, vous entendez jamais vraiment Uki, vous entendez vraiment Oki, avec le bon accent japonais, hein, que je sais pas forcément faire, mais... Excuse-moi, en reprenant l'exemple de Rookie, est-ce que tu pourrais nous redire pourquoi lui, du coup, il n'y aura pas que le O avec un accent circonflexe, mais avec un H en plus à la place? Alors c'est parce que on avait un peu peur que quand il y a comme ça une lettre qui serait toute seule, puisque effectivement le nom de famille de Oki c'est O court, donc Wang en chinois, qui s'inscrit par O en japonais, donc qui est effectivement normalement le O avec un accent. Alors, le problème avec le O avec l'accent circonflexe, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise déjà en français. Vous savez, oh mon Dieu, on voulait éviter la confusion. Donc on s'est permis d'utiliser un ancien mode de transcription du japonais en français, transcrivait le O avec accent circonflexe en OH, puisque ça reprenait la même idée qui était d'avoir un O long accentué, donc avec le H à la fin. On voyait que ça donnait l'idée d'un O qu'on prolonge un peu quand on le prononce. Et on s'est dit, du coup, il y aurait moins de confusion et qu'on verrait que ça fait un vrai nom qui a au moins 2 lettres. Donc ça va être un peu pareil, par exemple, pour Kan-O, un des commandants de Osen. Son prénom, c'est aussi O, avec un accent circonflexe, mais du coup, on va le faire en OH de façon logique, hein, pour rester logique avec cette transcription. Donc ce sera pareil pour Osen, On, tous les membres de la famille O, en fait. Voilà, c'est particulièrement ce point que je voulais en venir parce que, effectivement, ça va faire un petit peu bizarre au début de voir Oki écrit avec un OH au début, mais c'est bien que tu l'expliques, que les gens puissent comprendre que ça vient pas de nulle part, en fait, qu'il y a bien des règles derrière tout ça. Ah ouais. On s'est dit que ça risquait de faire plus bizarre d'avoir juste un O accent circonflexe comme ça en nom de famille. Ça pourrait peut-être encore plus dérouter le lecteur qui se demanderait en plus si c'est pas le O français qu'on utilise comme marque de respect quand on parle à quelqu'un. On a préféré, c'est sur l'idée de Rémi, hein, on a préféré utiliser cette ancienne façon de transcrire. Ce sera quasi le seul cas, hein, je pense. Il y a des fois, il y a un A. Je pense que Akakin, par exemple, comme son nom de famille c'est A,
On va aussi le transcrire avec AH pour éviter d'avoir un simple A toute seule. Là encore, en français, le A, c'est c'est une conjonction. Donc ça pourrait apporter de la confusion. Donc on va probablement, alors on n'en est pas encore là dans le retravail des transcriptions, mais on va sûrement le mettre en AH aussi, je pense. Ça devrait être à peu près les seuls cas, puisque ça reste rare. Ceux qui ont vraiment qu'une seule lettre en nom ou en prénom, c'est pas la norme, on va dire. Donc ça, voilà, sur les noms en tout cas, j'espère que j'ai été clair. Sur les noms, leur transcription, le fait qu'on ait séparé nom de prénom, c'est ça c'est les explications qu'on peut donner, donc comme je répète une fois de plus, parce qu'on insiste là-dessus, c'est que le but c'est que vous lisiez Kingdom comme un lecteur japonais lirait Kingdom. C'est-à-dire en comprenant bien tout, en comprenant que Moten s'appelle à un prénom qui est Ten et que son nom de famille c'est Mo. Donc voilà en gros. Ensuite, vous pouvez assez facilement deviner, puisque comme je vous disais, un nom de famille chinois, dans la très grande majorité des cas, c'est une syllabe. Donc prenez le nom de quasi n'importe quel personnage de Kingdom, dites-vous que la première syllabe, c'est son nom de famille. Donc au final, ça ne va pas changer grand-chose pour vous, c'est juste qu'il y a un espace entre le nom et le prénom. Si on prend le personnage dont tu as l'avatar Kanki, Kan, c'est son nom de famille, et Ki, c'est son prénom. Renpa, par exemple, c'est Ren, c'est son nom de famille, et Pa, c'est son prénom. Et parce qu'en Chine, mais c'est pareil au Japon, les noms de famille sont très très importants. C'est pour ça qu'ils sont placés avant le prénom, c'est que c'est des civilisations, des sociétés dans lesquelles la famille vient avant l'individu. La famille se place avant pour dire, voilà, je suis de cette famille et mon prénom est tant. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est ce qu'on a voulu retranscrire. Maintenant, il y a 3 types d'exceptions dans les noms de famille chinois. Plus qu'une syllabe. Alors, on a déjà les noms d'origine étrangère. Quand un Chinois est d'origine étrangère, par exemple s'il vient du Vietnam, s'il vient de Mongolie ou d'autres pays, et que il est naturalisé chinois et tout, et qu'il faut que son nom de famille soit construit entre guillemets en chinois, il va pouvoir comporter plusieurs syllabes. Si son nom d'origine en avait il faut qu'il ait plusieurs syllabes en chinois aussi. Ça, on a un personnage dans Kingdom qui apparaît très tôt, qui est dans ce cas-là, c'est Carioten, puisqu'elle est originaire du peuple des montagnes, et donc son nom de famille c'est Cario, son prénom c'est Ten, et si elle a un nom de famille en 2 syllabes, c'est parce que elle est originaire du peuple des montagnes, et elle a donc un nom de famille qui doit sonner étranger aux oreilles des Chinois. Il est retranscrit en 2 syllabes. Ensuite, on a un autre cas, c'est quand certains titres de noblesse ou assimilés titres de noblesse sont devenus des noms de famille. Le cas qu'on a, c'est, je crois même quasi le seul cas qu'on a dans Kingdom, c'est le général du Zhao, Koson Ryu. Donc tout le monde voit, qui est borgne. Donc lui, son nom de famille c'est Koson. Son prénom c'est Ryu. Alors pourquoi il a un nom de famille en 2 syllabes? C'est parce que Koson, donc en japonais Gongsun en chinois, ça veut dire fils de duc. Parce qu'en gros, à l'époque, avant un peu les royaumes combattants, où il y avait la Chine était encore très féodale, il y avait beaucoup de titres de noblesse. Donc il y avait des ducs, par exemple, et celui qui devenait duc après son père, c'était toujours le fils aîné. Maintenant, s'il avait des frères, il fallait qu'eux aussi portent un titre, et souvent c'était un titre comme ça qui était construit, qui était fils de duc. Donc c'était un nom honorifique pour qu'on dise bien qu'ils appartenaient à une famille noble, sans être l'héritier du titre de leur père. Et petit à petit, au fur et à mesure que le féodalisme s'éteignait en Chine, qu'il était remplacé par une administration, comme on voit bien dans le manga, avec des fonctionnaires, des conseillers, etc., ce titre honorifique se transformait en nom de famille, tout simplement. Donc on peut se dire que Koson Ryu avait dans ses ancêtres sûrement un duc du Zhao, ou même du Jin, le royaume d'avant, et que il descend, lui, d'une lignée secondaire de cette famille, et qui a gardé en nom de famille ce titre honorifique qui signifie fils de duc. Donc ça, je crois que c'est le seul personnage qui est dans ce cas-là, dans Kingdom. Et ensuite, le 3e cas, c'est quelque chose qu'on connaît aussi en Occident, c'est quand un nom de profession devient un nom de famille. Donc, par exemple, chez nous, si quelqu'un s'appelle Robert Boulanger, on se doute qu'il y a un de ses ancêtres qui devait pétrir un peu le pain, quoi. Et en Chine, c'est pareil pour certains noms. Et par exemple, dans le cas qui nous intéresse, un personnage qui fait pas mal l'actualité, enfin qui a fait l'actualité du dernier arc de Kingdom, qui est Shiba Sho. Et lui, son nom de famille, c'est Shiba, donc en 2 syllabes. Alors, que veut dire Shiba? C'est un nom qui est originaire du Zhao, ça, c'est indubitablement, ça vient du nord de la Chine, puisque ça signifie maître des écuries. En fait, c'était une fonction très importante, forcément, puisque c'était le gars qui s'occupait de l'écurie royale, donc quelqu'un qui était plutôt bien placé dans le royaume,
qui était en gros le palefrenier en chef, hein, si on veut, vraiment celui qui était là pour dresser les chevaux, s'occuper d'eux, et comme vous savez, le Zhao a une culture de la cavalerie très puissante. Et donc au fil du temps, ce nom s'est transformé en nom de famille également. Donc on se doute que Shibacho, avant d'être un grand général, ses ancêtres devaient sûrement être des maîtres cavaliers du Zhao au service d'un noble ou d'un autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Shiba, en chinois, c'est Sima, comme Sima Qian, l'auteur des mémoires historiques. Il est possible que Sima Qian soit peut-être un descendant ou de la même famille que Shiba Sho. Et de la même façon, il y a un des 6 grands généraux de Tsin de l'ancienne génération qui s'appelait aussi Shiba. J'ai plus son prénom en tête, mais qui s'appelait Shiba aussi. Et comme on sait que le Qin Comme on sait que le Qin et le Zhao étaient des royaumes très proches, et qui sont tous les deux assez proches du nord et en contact avec les Xiongnu, il est possible que ce soit des branches parallèles d'une ancienne famille qui se soit divisée entre le Qin et le Zhao. Du coup, vous pouvez partir du principe que quasiment tous les personnages de Kingdom ont un nom de famille en une syllabe, sauf les quelques exemples que je vous ai cités, pour des raisons un peu étymologiques de leur nom. J'ai juste une petite question par rapport à To, du coup. Est-ce qu'il a un nom de famille ou pas, lui? Alors, son nom de famille, c'est To. Ça, c'est certain, puisque dans les textes, dans les mémoires historiques, en chinois, il s'appelle Tang. Il est désigné, on le désigne sous sa fonction suivie de Tang. Donc on l'appelait le gouverneur Tang ou un truc comme ça. Donc forcément c'était son nom de famille, puisqu'on l'appelait pas par son prénom quand on lui donnait son titre. Et du coup il fait partie de ces personnages dont le prénom a disparu. On l'a jamais retrouvé, en tout cas les mémoires historiques ne le donnent pas, et on n'a aucune autre archive qui fait mention de ce personnage. Du coup on ne connaît pas son prénom. Et Aran ne s'est pas permis de lui en inventer un. Il aurait pu, après tout, on l'en aurait empêché. C'est le même cas pour le Dukyo. Le Dukyo, c'est un titre, donc ça c'était quand même un truc qui me chatouillait vraiment, c'était d'avoir son titre en anglais dans l'ancienne version. Ça me chatouillait vraiment beaucoup, ça, donc ça fait partie des choses qui ont été rétablies même durant la première correction de l'édition classique. Donc c'est le Dukyo, tout simplement. Alors puisqu'on parle justement des titres de noblesse, passons là-dessus, puisque c'est un autre élément des retranscriptions sur lesquelles on a retravaillé. En Chine antique, il existait 5 grands titres de noblesse, qu'on traduit en France par duc, marquis, comte, vicomte et baron. Et dans Kingdom, à part Yo, il y a plusieurs autres ducs. Notamment, il y a un quatuor du Zhao, l'arc où Kanki conquiert la ville de Heiyo, où on voit qu'il y a 4 personnages dont le nom se termine par Ko, ou Ku peut-être, du coup avec l'ancienne transcription. Et en fait, ils sont tous les 4, c'est des ducs, parce que Ko, ça veut dire duc en japonais. Et ensuite, on a un autre personnage qui est l'un des 7 dragons de feu de Wei, qui est un comte, c'est Shi, alors qui dans l'ancienne version est nommé Shi Aku. Et Aku, en fait, c'est un titre, ça veut dire comte. Donc, ne soyez pas surpris quand vous verrez qu'on va l'appeler le comte Shi, parce que c'est son titre de l'époque. Et puis, on en vient à ce qui va sûrement traumatiser beaucoup de nos auditeurs, là. Ça, c'est sûr. Les gens dont le nom se finit en Kun, A-U-N. Parce que Kun, c'est aussi un titre. C'est un titre qui est dur à traduire. La traduction la plus proche, ce serait Lord en anglais. C'est le Lord anglais, vraiment. Ça ressemble le plus à ça. Alors, on devrait le traduire en seigneur en français. Le problème, c'est que des seigneurs, on l'utilise beaucoup dans Kingdom parce que c'est la traduction du terme japonais. Vous connaissez le suffixe sama. Quand on parle à un japonais, on l'appelle san quand on veut dire monsieur, ou sama quand on veut vraiment le mettre un peu sur un piédestal. Et dans Kingdom, il y a beaucoup de personnages qui sont appelés Usen-sama, etc. Parce que c'est des supérieurs des personnages du rang qui les appellent comme ça, et qu'on traduit en français par seigneur, parce que ça colle bien. Du coup, Kun, c'est seigneur, mais dans le sens seigneur de terre, c'est-à-dire quelqu'un qui a un fief, quelqu'un qui règne sur le territoire que lui a confié le roi pour service rendu. Et donc la traduction pour laquelle on a opté, c'est messire, puisque ça colle bien, ça s'utilisait aussi en français. C'est un titre qui n'est à la fois pas un titre de noblesse, parce que Kun n'est pas vraiment un titre de noblesse chinois non plus, mais qui dit bien que le personnage possède quand même un statut particulier. Donc Shobun devient messire Shobun, Shohei devient messire Shohei. Il faut voir que Shobun et Shohei ne sont pas non plus leurs noms, c'est le nom du fief qui leur a été confié.
Le problème, c'est que ces personnages, on ne connaît pas leur nom, historiquement. Dans les annales, dans les mémoires historiques de Sima-Qian, ils sont appelés, c'est Changping et Changjun, et du coup, on n'a pas leur vrai nom. L'auteur de Kingdom ne leur a pas inventé de nom, il se contente d'utiliser leur titre. Il y a plusieurs autres personnages qui portent le titre Kun, donc on a le premier ministre du Chu, Chun-Shin Kun, donc qui devient Messire Chun-Shin, forcément, ainsi que son subordonné Rinbun Kun, devient Messire Rinbun. Donc voilà, tout cela, ils sont changés. Donc ça, j'ai conscience que c'est le point, ça va heurter tout de suite des gens, parce qu'on le voit dès le tome 1 avec Shogun. C'est vraiment pour vous rapprocher de ce que lit un japonais, parce que le lecteur japonais, lui, quand il lit Shogun Kun, il lit vraiment, c'est le seigneur Shogun, voilà, c'est le lord qui règne sur le territoire de Shogun. Et du coup, pour que vous, en France, vous ayez la même sensation que ce lecteur japonais, il fallait qu'on trouve une façon de le transcrire. En tout cas, là, comme je vous dis, le but, ça va être d'avoir quelque chose qui soit très proche de la version japonaise, tel qu'un Français va la lire, quoi. Ensuite, les autres changements, il n'y a pas grand-chose. J'ai un peu milité pour que, vous savez, quand dans le manga, souvent il parle du seigneur d'une ville ou d'une région. Le problème, c'est que le terme seigneur, ça fait un peu trop penser au féodalisme. Comme j'avais expliqué dans une de mes anciennes vidéos avec toi, la Chine n'était plus féodale déjà à ce moment-là. Il restait quelques nobles, mais en gros, les structures des royaumes, c'était un roi, et ensuite, c'est des fonctionnaires, un gouvernement, des gens qui sont nommés par le gouvernement, qui sont révocables, qu'on peut muter d'un territoire à un autre. C'est donc plus une charge héréditaire. C'est pour ça que Seigneur, ça me gênait un peu, et le titre qu'ont en général ces personnages, tel qu'on le traduit dans les ouvrages historiques ou sociologiques français, c'est gouverneur. C'était le nom que portaient les hauts fonctionnaires chinois qui régnaient sur des provinces ou des cités, c'était gouverneur. Donc j'ai demandé à ce qu'on change le terme seigneur de telle ville par gouverneur de telle ville, parce que ça nous rapproche de l'expérience chinoise, on va dire. On a mis des astérix pour, par exemple, les noms des capitales. On donne le nom chinois en petite note. Donc on garde Kanyo, et puis à côté, vous avez un petit astérix, la première fois qu'on le voit, qui dit que c'est la ville chinoise de Xianyang. On s'est permis de changer des choses qui avaient été écrites par l'auteur, mais par exemple, quand il parle du roi du Tsin qui s'était allié avec le peuple des montagnes, le problème, c'est qu'à l'époque, ce roi, c'était pas un roi, c'était un duc, parce que les royaumes n'osaient pas encore, les dirigeants des royaumes n'osaient pas encore prendre le titre de roi, qui était réservé au roi de la dynastie Zhou, qui normalement régnait sur l'ensemble de la Chine, même si on a vu que les royaumes prenaient un peu leur indépendance, mais ils n'osaient pas encore se parer du titre de roi. Du coup, le personnage, là, vous verrez dans le tome 1, on l'a nommé le duc Boku, au lieu du roi Boku, puisque historiquement, c'était un duc et pas un roi. Donc il y a des fois des petites comme ça, choses historiques qu'on s'est permis de remettre d'aplomb pour qu'on soit raccord avec la vraie histoire chinoise, quoi. Des fois, il y avait des petites erreurs aussi, qui étaient même dans la VO, où le roi Shao, des fois, était présenté comme le grand-père de Sei, alors que c'est son arrière-grand-père. Et parfois, même Hara se plantait et disait que c'était son grand-père, donc on a corrigé à chaque fois en disant que c'est bien son arrière-grand-père. Parce que forcément, le grand-père de Sei, il a été sur le trône 3 jours, donc on a vite fait de l'oublier, le pauvre, mais il a quand même été roi pendant ces 3 jours. On a peut-être aussi un petit travail sur les grades militaires, parce que des fois, tu vois, dans un tome, on dit que Kyokai est la lieutenante de l'unité Ishin, et puis ses hommes l'appellent commandante. Or, commandant, c'est un grade qui est supérieur à capitaine. Or, Shin est capitaine de l'unité Ishin avant de monter en grade. Et du coup, tu vois, ça crée peut-être ce genre de soucis. Donc, on a établi, en faisant des recherches, une liste des grades de l'armée chinoise de l'époque. Donc, en gros, il y avait simple soldat, chef de go, chef d'unité, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant général, général et ensuite grand général. Ça, c'est un peu les grades tels qu'on pouvait les retranscrire. Donc on va aussi essayer de faire un travail de cohérence là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs dans cette vidéo. En tout cas, moi, j'étais très content de la monter. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.